Donc, je vous remercie beaucoup d'être avec nous donc ce matin pour ce live talk sur les retours sur Impact 5. Donc, Impact 5, c'est le 5e congrès international sur les aires marines protégées. J'imagine que si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin que je vous représente Impact 5. Donc, Rafaela et Mario y étaient, et donc on a proposé une rencontre qui va vous permettre aujourd'hui donc d'échanger avec elles. Mais auparavant, elles vont peut-être à tour de rôle nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé là-bas et quelles sont les grandes conclusions de ce congrès. Donc, je ne sais pas si Mario ou Rafaela, qui veut commencer les deux. Peut-être Rafaela, si tu es d'accord. Ouais. Oui, ok. Bonjour à tous. Excusez-moi, je me présente, mais juste en audio parce que j'ai une mauvaise tronche en ce moment avec un œil au beurre noir. Donc voilà, juste un mot peut-être, et Mario, tu pourras faire ça aussi, parce que donc dire pourquoi j'étais à Impact 5. Donc j'y étais en tant que, là cette fois-ci, associée avec l'UICN International, qui était co-organisateur de Impact et co-organisateur tout le temps, je pense. Mario, tu nous confirmeras. Et donc, je travaille avec le programme Océan de l'UICN International, qui avait un stand, qui avait plein de différents speeches à droite à gauche de présentation d'événements. Et j'ai organisé avec eux un événement spécifique sur le sujet qu'on travaille depuis longtemps ensemble, qui était donc aquaculture, conservation, protection marine et coastal community, donc l'enjeu aussi des communautés côtières associées à ce type d'activité. Donc voilà, et je pourrais aussi dire qu'à Impact 5, on avait aussi Céline Liret. Je ne sais pas Céline si elle est là, mais qui est donc aussi très présente sur Impact 5. Et toi, Mario, et puis on reviendra peut-être sur Impact, parce que je pense que Mario, tu as plein de choses à nous dire sur les impacts. Bonjour Raphaël, rebonjour à tous. Donc Mario de Sévin, je pense que certains d'entre vous, je suis en train de lire les noms à l'écran, me connaissent déjà, on s'est déjà croisés à maintes reprises, j'ai envie de dire depuis 2010, le Grenelle de la mer et puis beaucoup d'autres aventures. Donc moi, sur cette 5e session d'Impact, j'y étais pour représenter la société Blue Seeds que j'ai rejoint il n'y a pas très très longtemps et qui fait partie du réseau Respect Océan. Donc c'était assez intéressant, c'était la première fois que je me rendais à ce congrès en tant que société privée et pas représentant de la société civile ou organisation type UICN ou encore au gouvernement, puisque j'ai travaillé très longtemps à l'Agence des aires marines protégées et à l'OFB. J'ai travaillé également à l'Union internationale pour la conservation de la nature en Méditerranée, en étant basée à Malaga. Donc, j'ai fait 3 impacts. Le premier, c'était Impact 3 à Marseille en tant que manager du congrès, en fait. Donc, j'ai une connaissance assez fine de ce qui s'y joue. Et là, j'avais ma casquette représentant du gouvernement français, puisque c'était la France qui accueillait. Au Chili, sur Impact 4, j'y étais en tant que représentante de l'UICN pour le programme marin de la Méditerranée. Et là, donc, en tant que Blue Seeds, pour parler plus spécifiquement des problématiques de financement de la conservation marine, financement des aires marines protégées, et comment on peut essayer de faire en sorte d'atteindre sous ce prisme financement, j'ai envie de mettre gouvernance, l'objectif des 30-30 qui a un peu tenu en haleine tout ce congrès, même si j'ai envie de dire que l'objectif des 30-30 qui était affiché et qui était un peu le grand parapluie de ce congrès n'est que pour les acteurs de la conservation marine, je pense que personne ne me contredira, une redite, puisque c'est un objectif qui est déjà fixé pour nous tous, j'ai envie de dire, depuis le congrès d'Hawaï de l'UICN. Voilà, en guise d'introduction. Voilà, je ne sais pas, Aurélie, comment tu veux procéder, si on prend des questions au fur et à mesure, si tu veux enchaîner, si tu veux, sinon je peux faire un monologue pendant 30 minutes.
C'est pas l'idée, je crois. On va laisser Raphaëla aussi faire son tir et tout. Mais oui, effectivement, c'est plus un échange aujourd'hui. Donc, comme je l'indiquais dans la fenêtre de dialogue, n'hésitez pas à... Alors, on n'est pas nombreux aujourd'hui, donc ou à lever la main pour prendre la parole. On peut faire ça sous forme d'échange et de discussion. Donc, n'hésitez pas, voilà, levez la main, on vous donnera la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro à tour de rôle, je distribuerai la parole. Mais peut-être, voilà, les grandes lignes, Raphaëla, de ce que toi, tu as constaté aussi. Ah, vas-y, Raphaëla. Oui, comme ça, je lève et je baisse la main. Donc, en fait, comment dire, moi, j'ai pas comment dire, l'expérience de Marie-Aude, hein, qui a vécu les différents impacts. Donc, moi, j'ai vraiment découvert un impact et impact 5. Et à ce titre-là, en plus, c'était juste derrière Montréal. Donc, c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions d'ailleurs sur la participation. Mais intéressant parce qu'il y avait aussi ce qui avait été défini, discuté à Montréal sur le 30-30, etc., et qui certainement, je pense, quand même a boosté un peu les discours de Impact 5. Donc, en fait, c'est vrai que c'était organisé par les Canadiens. Donc, on avait dans ce congrès, moi, ce qui m'a frappé, juste comme ça en première impression, c'est l'importance donnée à tout ce qui est le contexte des nations, the nations, comme ils disent. Donc, en fait, c'est tous les peuples amérindiens et qui était très prégnant dans ce congrès avec l'idée à chaque fois. Donc, ça m'a frappé dans l'organisation générale et c'était très intéressant de ce point de vue-là. Et effectivement, pas mal de sessions, il y avait toujours aussi cet aspect qui était très présent et qui, du coup, faisait écho à ce que j'avais, moi, ressenti à un autre congrès. C'était le congrès mondial de l'UICN, cette fois-ci, non pas à Marseille, mais à Hawaï, c'est-à-dire, en fait, le côté de la conservation et des peuples autochtones. Et donc, il y avait la communauté du Pacifique aussi qui était là et qui, en fait, faisait écho aux communautés amérindiennes, canadiennes. Et on sent dans comment dire, dans ce lien qui s'est créé que tous ces pays, et notamment parce que ça concerne beaucoup aussi les îles, les petites îles, les petits États iliens sur le Pacifique, etc., donc, sont concernés par tout ce qui est conservation des milieux marins, concernés de fait aussi par tout ce qui concerne le changement climatique et concernés sur leur appropriation de ces enjeux de conservation de la ressource naturelle. Donc, ça, c'est, je dirais, moi, une impression générale. Après j'étais quand même très focus sur les intérêts de notre programme avec l'UICN. Donc, de ce point de vue-là, nous, par exemple, la session qu'on a organisée sur l'aquaculture, ben, on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup toujours que ce sujet était encore très, très loin des activités pourtant liées dans les aires marines protégées. Donc, il y avait un peu plus de sujets sur la pêche. Mais quand même pas beaucoup de sujets, en fait, sur les activités autour des aires marines protégées ou dans certaines. Donc, nous, on a apporté ce discours d'activités qui pouvaient être compatibles avec des enjeux de conservation. Et j'ai pu remarquer que peut-être aussi à cause de la localisation de l'Impact 5, c'est qu'il y avait un grand engouement qui n'était pas forcément annoncé tel quel dans le programme, mais autour de la restauration des milieux marins et aussi la préservation des algues et donc et de la culture finalement des algues. Et là encore, par exemple, beaucoup avec des sociétés privées qui se lancent au nord, sur le Canada, sur le Pacifique Nord, dans la culture d'algues, des grandes algues, et de fait, toujours avec cette composante de le faire avec les communautés
amérindiennes, puisque c'est dans des zones où ils sont avec des statuts particuliers, mais qui sont des zones en fait où ils sont intervenants. Donc voilà, donc on a constaté qu'il y avait quand même de choses en ce moment qui étaient en train de bouger et que on avait suscité pas mal d'intérêt au milieu de certains intervenants qui sont venus à notre session. Et après, moi, j'ai été un peu planer des infos à droite à gauche sur tout ce qui tourne autour de la gouvernance des aires marines protégées. J'ai pu aussi constater qu'il y avait une grosse délégation française, près de 70 personnes, et beaucoup de gens de l'OFB. J'ai pu constater qu'il y avait vraiment un sujet ambiant qui était un peu récurrent, qui était autour des enjeux d'une protection forte, d'une protection faible, et que, ma foi, la protection à la française, entre guillemets, avait presque mauvaise presse dans un milieu ambiant, notamment avec un speaker comment dire, en plénière qui prend la France comme le mauvais exemple de la protection marine. Donc, c'était intéressant de ce point de vue-là aussi d'écouter et de voir un peu les tendances. Donc voilà, moi, je vous donne juste des petits... on pourra revenir, mais je passe la parole à Marie-Aude qui va peut-être beaucoup plus resituer les enjeux aussi politiques et de ce qui s'est fait sur Impact 5, en fait. Oui, merci. Merci Raphaëla. À part s'il y a peut-être des questions pour toi directement, je ne sais pas Aurélie si tu veux qu'on interagisse. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Moi, j'allais justement indiquer un message dans la fenêtre de dialogue pour savoir si d'autres personnes étaient présentes là-bas, pour éventuellement avoir leur retour et échanger avec eux. Donc, je le fais en direct. Voilà, si d'autres personnes n'y étaient, n'hésitez pas aussi à prendre la parole et puis à échanger avec Marie-Aude, mais peut-être effectivement, Marie-Aude, de nous expliquer un petit peu quels sont les enjeux politiques et j'invite donc la personne qui souhaite prendre la suite à lever la main. Ok. Alors, je vais essayer de démarrer là-dessus, parce que Raphaëla a déjà dit pas mal de choses. En fait, la première question qu'on peut se poser à chaque fois, c'est à quoi ça sert tous les 4 ans de faire ce congrès autour spécialement des aires marines protégées, alors qu'on a déjà des COP, on a déjà des conférences. C'est la seule enceinte où on arrive à réunir des gestionnaires d'aires marines protégées, tout type d'aires marines confondues, de partout dans le monde, pour échanger à la fois sur les bonnes pratiques. C'est un des moments aussi qui est assez crucial pour les pays ou pour les gouvernements en termes d'engagement, en termes de promesses ou en termes d'actes. C'est-à-dire que quand on a reçu le congrès en 2013 en France, on a acté certaines choses qui ont été tenues après. Ça pousse nos politiques. C'est un peu des milestones. C'était la même chose au Chili et c'est la même chose au Canada. Là, le Canada attendait, en fait, avait travaillé ces dernières années, attendait le congrès pour annoncer des zones clés, des nouvelles normes sur les aires marines protégées, un engagement financier d'une très vaste zone sur leur côte ouest Pacifique. Donc, en fait, à chaque fois, ça sert un petit peu de milestone. Pourquoi c'est important aussi? Parce que ça remet la conservation marine au centre de tous les sujets de conservation au sens large. Et on intègre de plus en plus les problématiques climatiques au sein de ces questions de conservation marine. Donc, moi, j'ai discuté pas mal avec la délégation française et les autres qui disent, mais à chaque fois, c'est super important pour nous, en termes de bonnes pratiques, de voir ce qui se fait dans les autres pays, ce qu'on peut faire, ou en termes de coopération pour faire avancer les choses un petit peu plus vite. Ensuite, en termes de grandes conclusions, il y a un autre point qui m'a marqué. Raphaël en a parlé. On a fait un peu le grand écart pendant ces 5 jours entre la volonté de pousser les AMCEZ, donc les autres mesures de conservation efficaces par zone, et cette nécessité d'avoir en même temps des zones highly ou fully protected, donc complètement protégées.
Et en fait, en permanence, il y avait plein de sessions qui balançaient en disant, OK, si on veut atteindre cet objectif des 30%, il faut qu'on ouvre nos espaces protégés marins à d'autres mesures de conservation de manière intelligente. Ce n'est pas encore clairement défini. L'UICN donne un peu le tempo sur cet exercice-là. Et puis en contrepartie, il y a, on a certainement été tellement loin en termes d'exploitation ou de dégradation qu'au-delà de la restauration, qui est un vrai sujet qui émerge, on a besoin maintenant, limite, de fermer des zones ou d'arrêter des choses de manière très, très claire. L'autre chose qui était intéressante, c'est que pour le coup, il y avait des gens du secteur privé qui étaient présents. Alors, c'était très anglo-saxon, très canadien, très américain, un peu des UK, une grosse délégation française, mais des gens du transport maritime, des gens de la pêche qui étaient présents. Et moi, j'en ai profité pour une partie de ce congrès, c'est beaucoup de réseautage dans les couloirs, pour aller discuter avec eux. Ils disaient, on vient s'informer en fait pour savoir un peu ce qu'il y a dans les tuyaux, ce qu'il y a dans les cartons. Il n'y a pas eu forcément au Canada aujourd'hui de processus comme on a pu l'avoir en France, de Grenelle, où il n'y a pas forcément les mêmes instances de dialogue. Ça se fait beaucoup par région. Et pour se dire, demain, si on désigne des nouvelles zones protégées, comment on fait? Voilà, le transport maritime, c'est compliqué chez nous, du côté du Saint-Laurent. Comment on fait pour la pêche? Il y avait un peu de controverse, et on peut le citer, tout connaît, je pense, qui a pris une position très, très, très tranchée vis-à-vis de la politique française en disant que, en gros, on faisait rien. Donc, je trouvais que c'était pas forcément super constructif, hein, même si d'un point de vue scientifique, il a raison sur les effets qu'il peut y avoir sur du highly ou du fully protected. Mais c'était pas rendre honneur à tout le travail qui est fait dans les parcs naturels marins aujourd'hui ou tout ce qui est fait en fait au niveau de la communauté française, voilà, autour des zones de protection. Ensuite, dans les grandes conclusions ou dans les grands sujets qui ont été traités, il y a celui de la finance, qui, ça ne vous l'a pas échappé non plus, a émergé aussi lors de la COP de Montréal. Pour la première fois par rapport aux objectifs d'Aichi, on avait une target, la target 19, qui fait rentrer la finance comme une des composantes plus qu'importantes dans la conservation de l'environnement et dans la conservation marine. L'autre sujet, qui est celui qui est en train d'être discuté à New York aujourd'hui, qui était celui de la haute mer. En fait, on s'occupe beaucoup de nos côtes et il faut tout de suite qu'on anticipe en fait sur la haute mer, qu'est-ce qui va se passer, comment on va désigner ces zones. Ça fait plus de 5 ans que c'est en discussion et ça a été abordé aussi à Impact en fait, puisque demain, comment on va gérer ces zones qui sont super loin de nos côtes, qui vont être partagées. Donc, qu'est-ce que ça donne? Et puis, le troisième point aussi que j'ai noté, c'est tout ce qui était solutions fondées sur la nature, qui pousse quelque chose où, voilà, je sais qu'en France, on est plutôt familier avec le concept. Le comité de français de l'UICN travaille beaucoup dessus, l'UICN travaille beaucoup dessus, les collectivités s'en sont saisies, voire le secteur privé. Donc voilà, comment on avance sur ces solutions fondées sur la nature. Et notamment, il y avait une session d'aquaculture. Est-ce que demain, l'aquaculture peut être considérée avec certaines formes de gestion comme une solution fondée sur la nature, puisque ça permet de restaurer des milieux, que ça permet de mieux gérer, de préserver aussi. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai vu une main se lever et j'ai déjà beaucoup parlé aussi. Merci Mario. Donc, il y a effectivement Agnès Garçon qui a une question. Donc, Agnès, je t'invite à ouvrir ton micro et ensuite on laissera la parole à Fénia avant de prendre d'autres éventuelles questions. Oui, merci beaucoup Mario, c'était vraiment très complet. Alors moi j'ai une question qui est un peu franco-française, mais comme Raphaëlla a parlé de la charge contre la façon de gérer de la France, je voulais rappeler que les aires marines protégées en France, ça concerne un certain nombre d'espaces relativement différents, qu'on n'a toujours pas réussi en France à déterminer réellement ce qu'étaient les ZCH et les ZFHI, les zones de protection halieutique d'intérêt. Ça, c'est pour ceux qui suivent les acronymes, les zones de conservation halieutique, dans lesquelles on comprend bien que les enjeux sont extrêmement forts et qu'une totale protection ne serait pas ahurissante. On a des parcs marins dans lesquels, normalement, en théorie, il devrait y avoir des cœurs de parcs avec une totale protection. Bref, on a quand même des choses assez variées en France. Et c'est vrai que c'est surprenant cette charge, d'autant que quand on a, comme moi, assisté au balbutiement
des aires marines protégées en 2007, hein, parce que ça a commencé à peu près à cette époque-là, on nous a quand même espace dans lequel la conciliation des usages se fait, c'est-à-dire que plus l'espace était vaste, et c'est pour ça qu'on a nos parcs marins, plus normalement on était censé pouvoir faire cohabiter avec évidemment des cœurs de parcs et des choses comme ça où la protection était forte. Donc moi j'ai vraiment cette question qui me tarabuste. S'aligner sur des choses européennes, voire mondiales, c'est bien, mais ça remet quand même quelque part en cause la construction qu'on avait pu avoir avec les industriels, dont je fais partie. Ça, c'était ma première remarque. Et puis, la seconde remarque, ça reste la haute mer. Comment, juridiquement, on va pouvoir s'en sortir en haute mer, en fait. Voilà, c'est deux pistes de réflexion que votre intervention me suggère. Mario, Rafaela ou quelqu'un d'autre dans l'assistance virtuelle, vous voulez répondre? Moi, je veux bien répondre Ah ben, Rafaela, vas-y. Ouais, non, mais justement, je voulais juste dire qu'il me semble que Feigna, aussi dans l'assistance, a toute sa place pour répondre à ce type de questions que pose Agnès. Voilà, donc, et puis, je te passe la parole, Marie-Aude, mais c'était juste pour introduire le fait que nous avons la chance d'avoir Feigna qui est ici présente et qui a participé à l'organisation de toute la délégation française. Oui, Feigna pourra répondre sur la charge. Ouais. Juste envie de dire, Agnès, pour moi, je ne trouve pas que ce soit antinomique. En fait, les objectifs mondiaux, la France va être en capacité de s'aligner. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne portent pas à la critique. Donc, la critique, elle est facile sur ce qui est en train d'être fait en France et sur notre territoire. Comme vous l'avez souligné, hein, ce n'est pas la même chose entre gérer des espaces qui sont au taf et les gérer sur nos côtes métropolitaines qui sont très contraints. Donc voilà, moi je ne pense pas que ce soit antinomique et que la France ne puisse pas suivre aujourd'hui le tempo qui est imposé au niveau mondial et n'a pas à rougir de ce qui est en train d'être mis en place. On sait que le choix qui a été fait en France, c'est de co-construire, que ça prend du temps, que justement on est des fois dans l'opposition. On a le droit de ne pas être d'accord, mais je trouve que c'est ce qui fait que le réseau français va être de plus en plus fort demain. Voilà, et que ce ne sera pas juste une mise sous cloche ou on ira fermer un endroit lambda et puis pour le réouvrir 10 ans après parce qu'on aura trop de problématiques, soit avec les populations locales, soit sur certaines activités. Voilà. Quant à la haute mer, ce n'est pas moi qui peux répondre. Il y a des spécialistes juridiques internationaux de la diplomatie qui ne font que ça depuis 5 ans. Je pense et j'espère et j'ose espérer qu'ils arriveront à un traité qui permettra qu'on travaille tous ensemble en haute mer. Il y a des choses trop importantes à préserver qui sont très loin de nos yeux, fondamentales pour l'équilibre de l'océan. J'enfonce des portes ouvertes, hein, mais aujourd'hui, dans le contexte du réchauffement climatique, la pompe à climat, ce n'est pas que les forêts, c'est essentiellement l'océan. Et il y a des endroits qui sont ultra fragiles, qu'on ne devrait plus avoir le droit d'aller toucher et pour lequel aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'exploitation ou d'exploration. Donc, préservons ce qui est à préserver encore et ce qu'on n'a pas été abîmé, parce qu'on en a conscience et avant, on n'en avait pas forcément conscience. Et je finirai sur cette petite note, puis je laisse la parole à Feigna. La deuxième chose qui a été soulignée très fortement aussi à Impact, c'est que ça ne vous a pas échappé. On a aujourd'hui des objectifs de 30% de restauration d'écosystèmes dégradés sur les milieux aquatiques, les milieux terrestres et les milieux marins. Il n'y a pas une session où n'a pas été ressouligné le prix de la restauration par rapport au prix de la gestion et de la protection. C'est-à-dire qu'on a déjà du mal à s'en sortir aujourd'hui pour trouver les fonds nécessaires pour être sur cette protection, cette bonne gestion pour l'accompagner. Mais la restauration, vous multipliez les chiffres par 10, par 15, des fois par 50 quand vous êtes sur des milieux qui sont complexes, notamment des milieux marins. Donc la première chose qui a été ressoulignée, c'est évitons d'aller mettre des milliers de dollars dans la restauration et donnons peut-être un petit peu et continuons à pousser pour avoir de la protection et de la gestion intelligente. Voilà. Feigna, pour le coup. Merci Marie-Aude. Et Feigna, on est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc voilà, je pense que la parole vous est largement donnée maintenant. Et ensuite, la parole à François qui lève la main. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de Respect Océan d'organiser
cette séance de partage, de débrief. Merci à Mario et Rafaela pour se prêter au jeu. Et voilà, c'était très dense et très riche, hein, PAC 5. On revient et on prépare aussi nos éléments de bilan pour l'OFB, pour le Forum des gestionnaires d'aires marines protégées, en intégrant aussi les retours de l'ensemble des participants français. On avait une belle participation française, hein. Je pense que c'était la plus importante de tous les impacts organisés hors France. Donc c'était, voilà, on revient aussi avec beaucoup d'idées. Pour rebondir d'abord sur les sujets, les questions un peu qui ont été abordées avant de vous faire aussi un retour d'Impact 5 de ma part. Alors sur la pompe à carbone, rappeler que bon, la France organise le One Forest Summit cette semaine à Libreville. Et il ne s'agit pas que des forêts, en fait, on parle pompe à carbone, mais y compris blue carbon, y compris forêt marine, donc tout ce qui peut concerner les habitats marins au-delà des mangroves, etc. Donc je pense qu'il faut suivre ce qui sera dit, ça sera structurant pour ces travaux qui sont encore en cours et que c'est des grands enjeux voilà, sur réduire, éviter, compenser avant de mettre de l'argent sur la restauration. Certains habitats marins nécessitent d'être préservés avant de les restaurer même. Sur BBNJ, sur les négociations en haute mer, écoutez, on est jeudi matin, c'est mercredi soir, il y a encore 48 heures sur les négociations les 2 semaines là, qui se terminent. Gardons espoir, hein. Jusqu'à la dernière minute, la dernière demi-heure, on ne sait pas quelle peut être l'issue. C'est très important ce qui s'y passe et c'est un exercice encore tout différent de ce qu'on a eu à faire à Montréal pour la COP15, la biodiversité. Parce que là, il s'agit d'un nouveau traité. Donc, pour l'instant, on discute avec des pays qui sont même pas sûrs de vouloir le signer après. Enfin, c'est un exercice très complexe pour les négociateurs. Mais au moins, il y a des projets, il y a des choses qui se font sur le terrain. Notamment, là, il y a un projet du FEFEM qui est en cours, qui a démarré depuis 1 an et demi, le projet Sargassum, qui permet de tester 2 sites pilotes en haute mer et de voir quelles sont les options de gouvernance de ces sites pilotes en haute mer, si tant est qu'il y a un cadre BBNJ pour mettre en place des outils de gestion par zone, que ce soit des AMP, que ce soit la planification spatiale marine, etc. Et ça permet de comparer 2 écosystèmes complètement différents. C'est Sargassum pour la mer des Sargasses dans l'Atlantique nord-est, d'une part, et Dôme pour le dôme thermal dans l'océan Pacifique tropical est, donc pardon, mer des Sargasses côté Atlantique ouest, et plus connu par le dôme thermal du Costa Rica, mais dans un contexte BBNJ et voilà, de communauté internationale, on a voulu se dire que c'est un site qui concerne l'ensemble de la communauté internationale. Donc voilà, on est au démarrage et il y a vraiment des choses intéressantes qui peuvent ressortir. Et donc, même avec des négociations en cours, on peut travailler sur la haute mer et les différentes zones à protéger avec les outils qu'on pourra se doter. Alors pour Impact 5, un des résultats, alors pour répondre un peu sur le projet, donc l'organisme qui met en place ces expérimentations en haute mer, c'est un partenariat avec côté mer des Sargasses, le secrétariat de la mer des Sargasses. Il y a une déclaration de Hamilton qui réunit je pense qu'il y a une quinzaine de gouvernements qui ont exprimé leur intérêt pour préserver l'écosystème de la mer des Sargasses. Donc, il y a un secrétariat exécutif, donc c'est un des partenaires de ce côté-là. Côté dôme thermal, nous travaillons avec la fondation Marviva, qui agit à l'échelle régionale en lien étroit avec les gouvernements des pays de l'Amérique centrale. Et dans le partenariat, il y a aussi
l'Université de Bretagne occidentale, l'UBO, et l'UICN International voilà, pour l'animation d'ateliers scientifiques annuels. Et l'Office français de la biodiversité est aussi dans le partenariat et le comité de pilotage pour faire le lien avec les ministères français. C'est comme ça que le FFM fonctionne. Il faut pouvoir mobiliser donc le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Transition écologique et la cohésion des territoires. Voilà, avec un fort soutien de la France et l'ambassadeur en charge des océans au début des négociations. Donc, un grand intérêt de la France pour ce qui sortira de ce projet. Donc, à suivre de près. Sur Instagram, il y a eu, et je crois sur Twitter aussi, il y a une séquence de vraiment très pédagogique jour par jour de ce qui se dit pendant les négociations. Je vous invite à vous abonner sur le flux de Sargadom pour en savoir plus, parmi aussi d'autres ONG qui sont sur place et qui font un super boulot. Alors, pour revenir sur Impact 5, parmi des résultats qu'on peut noter aussi en parallèle, c'était plus porté par la délégation française, parce que ça concerne la France. C'était un peu hors les murs, mais en tout cas, l'ambassadeur de France au Canada a remis à la secrétaire exécutive de la Convention interaméricaine pour la protection des tortues marines une lettre d'intention d'adhésion à cette convention interaméricaine. Donc voilà, c'est un accord, comment dire, c'est une démarche qui officialise en fait le fait d'y adhérer, et c'est une très bonne nouvelle. Ça permettra pour la France de valoriser ce qui se fait dans le cadre des PNA pour les tortues marines dans des programmes d'action nationale, programmes nationaux pour ces espèces, en Guyane et aux Antilles. Ouais, je vous mettrai, après mon intervention, je vous mettrai le lien vers le site du projet FFM Sargadom. Voilà aussi au niveau voilà ce que Impact 5 a permis de faire. On a eu aussi un atelier d'échange franco-québécois entre gestionnaires d'aires marines protégées qui nous donne des belles perspectives pour construire non seulement une coopération bilatérale, mais vraiment un axe pour la francophonie. Et j'y reviendrai après. En tout cas, les acteurs français, l'EFB, le Forum des gestionnaires, les parcs naturels marins ont une participation active, et c'était intéressant d'avoir les gestionnaires qui sont sur place. C'est beaucoup plus concret en termes de pistes de coopération, de bien travailler sur les besoins de chaque territoire. Et aussi pour les gestionnaires français de promouvoir pas nécessairement un modèle, mais de compléter cette boîte à outils de comment on fait le 30 par 30. Et voilà, de venir avec des modèles de gouvernance qui sont intéressants, y compris pour les pays en développement où le besoin est exprimé régulièrement de pouvoir intégrer les populations locales. Et donc, on a voilà, peut-être des retours d'expérience à faire et aussi à apprendre les uns des autres. Je dis apprendre les uns des autres parce que Impact 6 sera organisé au Sénégal dans 4 ans. Et c'était génial de pouvoir accompagner la délégation dans les différents échanges qu'ils ont pris sur place, et du coup de mieux comprendre ce que le Sénégal a mis en place avec les aires marines communautaires protégées. Ce sont des résultats, on peut dire, fulgurants. Ils étaient à 5 aires marines protégées. Quand ils ont changé de modèle, ils sont passés à 17 aires marines communautaires protégées. C'est quand même super intéressant si on considère le contexte africain, au point où des AMP historiques vont revoir leur gouvernance pour intégrer ce nouveau modèle. Et donc, voilà, ce qui se fait au Sénégal, ce qui se fait en Afrique n'est pas suffisamment connu et reconnu. Et cette perspective d'Impact 6 sera vraiment très intéressante aussi pour renforcer encore plus les coopérations qu'on peut faire avec les partenaires sur place. Et donc, effectivement, il
il me semble qu'il y a un fort intérêt du côté du Québec pour construire un axe de la francophonie entre Québec et Sénégal, avec l'appui de la France, avec l'appui des réseaux gestionnaires d'aires marines protégées, de tous les acteurs impliqués dans les coopérations, sachant que le Sénégal porte une candidature du continent africain en entier. Dans le processus de sélection, l'Afrique du Sud et le Sénégal a réussi à avoir des soutiens, des conventions de mer régionales. Il y a vraiment un soutien officiel de la convention d'Abidjan. Donc, ça donne une autre dimension de la façon dont les impacts précédents se sont construits. Et donc, on a imaginé comment promouvoir Impact 6 dans le calendrier à venir, en rappelant aussi que la France, son prochain jalon dans le calendrier international des océans est la conférence des Nations Unies pour les océans, l'UNOC 2025, que la France co-organise avec le Costa Rica sur l'objectif de développement durable 14 lié aux océans. Donc, voilà, profitons d'avoir cette continuité, d'avoir les océans au cœur de l'agenda international pour avancer encore plus en faveur des aires marines protégées, Impact 6 et tous les sujets qui viendront ensemble. Et oui, UNOC 2025 se tient à Nice et en 2024, il devrait y avoir un événement au Costa Rica, possiblement sur la biodiversité marine, mais c'est à confirmer, on n'a pas encore d'éléments là-dessus. Voilà mon retour que je peux vous faire. Et merci à tous les participants français. Je pense qu'on a eu des moments très, très riches et des très beaux échanges. Merci Fénia. On a une main levée dans l'assistance. Donc Jean-François, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si c'est une question ou si vous voulez réagir. Donc voilà, je vous laisse la parole maintenant. Merci beaucoup. Bon, c'est un peu des deux. Merci beaucoup pour ce point. Ça fait plaisir de vous voir et de vous entendre. On aurait bien aimé être avec vous. On n'était pas là sur cette session Impact 5, même si on était là aux précédentes. Voilà, merci pour ce point. C'est plutôt une question justement par rapport aux objectifs 30-30 et au concept de protection forte, de protection stricte, sur lesquels nous, au Comité français, on a beaucoup travaillé là, ces 2 dernières années, où on a produit plusieurs rapports. Justement, comme le disait Marie-Aude, il y a un positionnement qui est quand même assez difficile à avoir en France avec cette protection forte, avec la Commission européenne qui a publié des lignes directrices pour la protection stricte. Et nous, on essaye dans ces rapports de voir justement comment travailler avec l'ensemble des outils de la boîte à outils des aires marines protégées à la française, notamment les parcs naturels marins et les sites Natura 2000, pour justement identifier avec eux au sein de leur périmètre, et c'est ce qui est déjà fait dans les documents stratégiques de façade, des zones qui sont importantes à protéger, les enjeux forts et majeurs des documents stratégiques de façade, et de voir comment placer ces espaces-là en protection forte ou qu'on avait avant un peu de cœur de nature au sein de ces aires marines protégées. Donc voilà, donc la question c'est est-ce que à Impact, la Commission européenne a eu une position claire, affirmée de sa stratégie biodiversité, de la définition de sa protection stricte et des lignes directrices de la protection stricte qu'elle avait diffusées. Après, toujours une question commission aires protégées et sur les objectifs de restauration. À ma connaissance, la commission, justement pour le milieu marin, allait vraiment promouvoir de la restauration passive. Donc, a priori, plutôt ce qui concerne des aires marines protégées, plutôt qu'effectivement de la restauration active qui allait demander beaucoup de financement. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu aussi une position un peu de la Commission européenne sur ces aspects-là? Et puis j'en profite également, si vous êtes intéressé, je pourrais vous partager les travaux qu'on a pu publier sur les zones de protection forte et justement l'interaction qu'il peut y avoir avec les standards internationaux UICN, le guide des AMP, Highly Fully MPA, la protection stricte, et de voir comment ces choses-là peuvent s'entendre en fait. Voilà. Si je peux répondre sur ce point, alors malheureusement, la Commission européenne n'a pas les moyens de se déplacer forcément sur des congrès internationaux.
Pour autant, ce qui est porté au niveau de la stratégie européenne biodiversité et ce qui est proposé par la Commission européenne pour les zones de protection strictes sont des éléments qui ont été présentés dans le cadre du LIFE Mara. Donc Alain Pibaud, qui est le coordinateur du LIFE Mara, a fait plusieurs sessions sur les résultats de l'atelier qui était mené à La Rochelle en 2022, justement autour de cet élément des zones de protection strictes de la stratégie européenne biodiversité. Et donc c'était le moyen de présenter ce qui se fait à ce niveau-là. Et il y a eu beaucoup de discussions et de retours. Alors j'ai pas encore consolidé tous les retours de mission, mais c'est des choses qu'on peut mettre en avant. Et pour donner plus de visibilité de ce qui est fait par la Commission européenne, un peu le retour d'expérience qu'on a, c'est de mieux anticiper en fait ces grands rendez-vous avec l'unité de coordination des grands LIFE intégrés, sachant qu'il y avait le LIFE Intemares, l'équipe du LIFE Intemares qui était sur place, avec qui on était en lien, mais en tout cas de prévoir une meilleure communication entre LIFE intégrés pour mieux mettre en avant aussi les propositions fortes qui sont faites au niveau de l'Union européenne. Et concernant la restauration passive, ça je pourrais laisser aussi Mario de compléter. Dans le cadre du réseau méditerranéen pour la Posidonie du MPN, on a l'occasion d'aller rencontrer les institutions européennes la semaine prochaine à Bruxelles. Et c'est un des messages forts concernant la Posidonie, en lien avec les travaux en cours sur la restauration. Que voilà, la Posidonie, mais il vaut mieux la préserver, il vaut mieux la laisser faire une restauration passive. C'est ce qui fonctionne le mieux. Je ne sais pas si Mario, tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Non, je pense que tu as répondu à Jean-François. Donc oui, absence de la Commission européenne. Donc ça, c'était un petit peu dommage, même si c'était là. Donc non, je ne peux pas te répondre par rapport au Haili et au Fouli. Ce qui était intéressant, notamment par rapport à ces concepts qui sont hyper complexes en fait à mettre en place, c'est qu'il y a eu des sessions et notamment des sessions qui étaient modérées par Joachim Claudet, qui est quand même un peu le grand ponte des travaux scientifiques sur le Haili et le Fouli, qui montrait que près des côtes, c'était ultra compliqué à mettre en place. Et en fait, il y a eu des questions qui ont été posées dans sa session que Haili Fouli près des côtes, c'est vraiment, ou alors finalement, c'est des confettis qui doivent servir en fait notamment d'effet spillover après pour toute la partie pêche, résilience de l'écosystème et puis des espèces. Par contre, des travaux qui étaient très intéressants et qui sont encore en cours sur la nécessité d'être sur des aires mobiles. Alors, on va complexifier encore une fois on va complexifier la gestion, mais de se dire que ces aires, pour qu'elles remplissent pleinement leur fonction, on n'a pas forcément besoin de les restreindre en espace-temps, à un espace-temps qui est bien défini. Et qu'en fait, elles prennent toute leur ampleur et qu'on a un maximum de résultats positifs, notamment au-delà des effets spillover, sur des effets de bycatch, par exemple, de prise accidentelle ou autre, à partir du moment où ces espèces, ces zones, Haili ou Fouli, commencent à être mobiles dans l'espace et dans le temps. Donc, tu peux imaginer en termes de gestion ce que ça implique. Et donc, c'était ultra intéressant avec la nécessité d'impliquer, pour le coup, l'ensemble des autres acteurs qui partagent ces zones. Pas uniquement la pêche, mais aussi le transport et autres. Donc, ça, c'était assez intéressant sur ces concepts de Haili et de Fouli. Et puis, sur la restauration, oui, j'ai envie de te dire, non, il n'y a pas de grands axes qui dit restauration passive, mais c'est ce que je disais, en fait, compte tenu du coût de la restauration aujourd'hui, on se rend bien compte que la restauration passive qui va se faire via la protection ou la préservation va être ce qui va être poussé. Et il y a le sujet du carbone bleu aussi, qui a été, Fénia en a parlé 2 secondes, mais qui doit nous servir potentiellement demain en tant que levier à aller faire de cette restauration passive en protégeant les puits de carbone existants. C'est-à-dire en étant sur une nouvelle forme de compensation qui ne va pas être une compensation via de la restauration, via de la replantation, ce qu'on peut faire en fait au niveau terrestre avec les limites que ça peut avoir,
mais d'aller directement sécuriser des puits de carbone existants sur le milieu marin. Et c'est beaucoup plus intelligent que de détruire et après d'essayer de compenser d'une manière lambda. Voilà ce que je peux dire sur ces deux sujets. Merci. Merci Marie-Aude. Je crois qu'il y a Agnès qui levait la main. Alors, je ne vois plus ta main levée, Agnès. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou poser une question? Ouais, moi je voulais ajouter qu'on était, à propos de mobilité, c'est un petit peu encore dire que la France n'est pas si nulle que ça, puisque dernièrement en zone Natura 2000, en DOCOM, moi j'ai vu arriver les radeaux de repos qui sont essentiellement mobiles, hein, a priori pour les plus fins des Baléares notamment, et qu'il y a bien sur cette zone, donc c'est la zone de l'île-Dieu, en Natura 2000, cette intégration du fait que tous les ans, ça peut changer. Les radeaux de plus fin des Baléares, et qu'il va falloir qu'on trouve des outils, notamment pour la navigation, pour les éviter, à la fois prédictifs et à la fois opérationnels. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil au fait que on peut bâcher, mais il y a quand même des gens sur le terrain qui font du boulot, quoi. Merci Agnès. Raphaëla, peut-être que tu veux reprendre la parole. On arrive bientôt à la fin de ce live talk. Il reste une dizaine de minutes. Donc il y a Nicolas Guess ensuite qui souhaite prendre la parole. Donc je ne sais pas si Raphaëla, tu veux commencer ou on laisse la question à Nicolas. Je pense qu'on laisse la question à Nicolas, puis effectivement, je veux bien conclure après. Ok. Bonjour, merci. Vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Ok. J'ai reçu récemment le rapport de la démarche d'adaptation au changement climatique NatureAdapt, donc via le réseau Medpan. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait eu des discussions justement par rapport à l'adaptation? Alors j'entends le carbone bleu et le fait de séquestrer, enfin en tout cas de garder les stocks de carbone, ce qui me semble effectivement une excellente option. Et donc dans ce contexte-là, la démarche d'adaptation, qu'elle a été abordée, est-ce que vous pouvez en parler? Merci. Alors, ouais, ce que j'ai pu voir, si ça a été abordé, alors par Medpan et par les autres réseaux de gestionnaires, oui, aujourd'hui, dans les plans de gestion, il n'y a pas un plan de gestion sur lequel on n'aborde pas cette question d'adaptation. Et en fait, on a des plans de gestion qui sont, j'ai envie de dire, de plus en plus souples, avec des choses qui sont en capacité de changer. Enfin, je vais prendre l'exemple de la Méditerranée, que je connais plutôt bien, où finalement, les grandes questions qui se posent sur l'adaptation, c'est les espèces invasives, à quel point ça remonte vite, à quel point le milieu change. Donc, ces questions d'adaptation, en fait, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas encore de religion, il n'y a pas encore, c'est au cas par cas, en fonction de la typologie de l'aire marine protégée, la zone dans laquelle... mais on parle beaucoup plus aujourd'hui d'adaptation que de mitigation. Désolée, je perds mes mots entre français et anglais. Atténuation, oui. Atténuation, voilà, désolé. Par contre, ce qui était intéressant, juste pour peut-être finir de répondre je ne sais pas si je réponds à la question, mais des éléments de précision, c'est que aujourd'hui, dans les réseaux d'aires marines protégées, Amérique latine, Asie ou Méditerranée ou autres, ce qui a été souligné, c'est que les fonds potentiels qui peuvent arriver pour la gestion et pour la conservation sont plus importants en arrivant via des fonds climat que via des fonds biodiversité. Donc aujourd'hui, en fait, on est en train d'écrire des plans ou de construire énormément de choses autour de l'adaptation aussi pour aller capter et de manière assez intelligente, en fait, ces fonds internationaux qui viennent en fait renforcer la résilience à la fois des écosystèmes et la capacité des populations à faire face au changement climatique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée et on est sur des échelles des fois de x3 ou x5 entre des montants qui peuvent arriver pour la biodive sur les aides internationales et celles qui arrivent pour le climat. Merci Marie-Aude. Raphaëla, peut-être tu veux prendre la parole? Oui, alors je prends la parole à ce moment-là pour conclure. D'abord, pour remercier un peu tous nos participants et notamment celles qui étaient en charge et aux manettes de Impact 5 comme Fénia
Mario, qui ont apporté beaucoup d'éléments, d'informations. Donc, pour conclure, parce qu'on se replace un petit peu, je pense, dans la perspective de Respect Océan, en tant qu'association, c'est vrai qu'on peut remarquer qu'à ce genre de congrès, il n'y avait pas beaucoup de représentants du privé et que les questions d'économie bleue, par exemple, auxquelles moi je m'intéressais plus particulièrement et tout ça, n'étaient pas forcément non plus, comment dire, très reprises dans les débats et dans les présentations. Cela dit, comme tu l'as dit, Mario, on voyait la présence comment dire, de la représentation des secteurs privés par le biais, par exemple, de la représentation du transport nord-américain, représentant la pêche quand même aussi qui était là, etc. Donc en fait, on n'avait pas forcément des acteurs privés directement, mais des représentations pour suivre tout ce qui se passe et qu'effectivement, on sent qu'il y a l'envie de faire des partenariats, de collaboration entre le privé et les publics, entre guillemets, pour pouvoir avancer sur ces questions de conservation. Donc ça, je pense que j'insiste là-dessus, parce que je pense que c'est important. Une association comme Respect Océan, qui est essentiellement aussi basée avec des acteurs privés, prenne en compte cette dimension d'avancée, et d'avancer notamment, par exemple, Mario a parlé des solutions fondées sur la nature qui avancent vraiment de plus en plus dans le monde et qui intéressent aussi des acteurs privés qui peuvent porter ou être part de solutions fondées sur la nature. Donc là, je crois que c'est une tendance générale. Sur Impact 5, vous avez aussi donc, plusieurs niveaux, des niveaux très scientifiques, très poussés, comme on a parlé de Joachim Claudet. Et c'est vrai que ce chercheur en France est vraiment comment dire, un des représentants qu'on a en pointe sur tous ces secteurs de protection marine, de gouvernance et de bénéfices liés à comment dire, la protection, donc des études très poussées. Donc, on avait des interventions de ce type-là. Et puis, il y avait ce qui faisait aussi la richesse des débats, que ce soit à l'intérieur des sessions, mais aussi en dehors, comment dire, des discussions très opérationnelles, où là, de nouveau, en fait, les acteurs du privé, on peut finalement recevoir tout ça et essayer d'avancer de manière très concrète. Donc, il y avait des outils présentés à droite, à gauche, et on va quand même aussi sur rendre opérationnel les idées de conservation, de protection marine, en incluant tout le monde, des parties prenantes. Donc, là aussi, c'est un message assez fort, je pense, qu'on peut tirer de la participation à Impact 5. Donc, voilà pour ma part. Donc, je pense que Respect Océan, Impact 6 est au Sénégal. Et j'espère qu'il y aura peut-être un peu plus peut-être de participants de Respect Océan aussi présents au Sénégal, parce que il me semble que dans nos adhérents, nous avons beaucoup de témoignages à porter et montrer que finalement, la protection du milieu marin fait partie de l'ADN, en fait, en quelque sorte, des adhérents de Respect Océan. Donc, voilà ce que je dirais pour la conclusion, si on conclut là-dessus, ou alors si quelqu'un d'autre veut ajouter un point. Merci Raphaëla. Est-ce que quelqu'un souhaite, il nous reste 5 minutes, donc il reste encore un peu de temps pour une petite question ou une autre conclusion. Mario, tu veux terminer et dire quelques mots également? Non, c'est bon. Écoute, je vais laisser la conclusion à Raphaëla, moi, je suis un peu nouvelle dans le j'ai envie de dire, chez Respect Océan. Donc j'écoute et je préfère laisser la conclusion à Raphaëla à ce niveau-là. Par contre, et c'est vrai, en termes peut-être, si on se projette sur le Sénégal, juste, c'est pas parce que tous les membres de Respect Océan n'y sont pas qu'on peut pas préparer quelque chose pour les personnes qui y seront, pour porter en fait la voix à la fois du privé ou des activités qui sont menées au sein de Respect Océan au Sénégal. Voilà. C'est Très bien bonne idée.
c'est noté. On rajoute ça sur notre to-do list pour les années. C'est dans 4 ans, ça va, il y a un peu de temps pour s'y préparer. Bon, merci à toutes et à tous pour vos questions, vos interventions. Merci Fénia d'avoir été avec nous ce matin. Donc, je vous propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. Donc, le prochain événement, a priori, ce sera la finale de l'Océan Pitch Challenge. Donc, l'Office français de la biodiversité est partenaire et porte un prix spécial. On a aussi la masterclass de la fresque océane qu'on vous invite à suivre. On vous invite à vous y inscrire. Vous avez déjà les liens d'inscription disponibles sur notre site. Les invitations seront envoyées prochainement, donc avec Alice qui, je pense, peut-être est encore là avec nous aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire donc, en ligne à cette découverte de la masterclass. Et ensuite, nous aurons effectivement la finale de l'Océan Pitch Challenge qui tiendra donc le 23 mai, qui sera en ligne et qui se tiendra à Paris également en présentiel, mais sur invitation uniquement. N'hésitez pas à nous contacter aussi. Donc, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On est navré que le LinkedIn Live n'ait pas fonctionné. Comme quoi, la technique reste aléatoire malgré tout et Zoom est très bien aussi. Donc, bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.